Deuxième partie. L'esprit libre. Thèse 24e. Ô sancta simplicitas, dans quel monde étrangement simplifié et falsifié vit l'homme. Nous ne nous étonnerons jamais assez, pour peu que nos yeux se soient aperçus une seule fois de ce miracle. Comme nous nous sommes entendus à tout rendre clair et libre et léger et simple autour de nous, à laisser nos sens s'aventurer à leur guise vers tout ce qui est superficiel, à laisser notre pensée exécuter des sauts capricieux et se payer de raisonnements erronés selon notre divin bon plaisir. Comme nous avons su, dès le commencement, préserver notre ignorance pour jouir, à un degré presque inconcevable, de la liberté, de l'insouciance, de l'imprudence, de la vivacité, de la joie de la vie, pour jouir, en un mot, de la vie, et la science n'a pu s'édifier jusqu'ici que sur ce fondement, désormais ferme et granitique, de notre ignorance. Notre volonté de savoir s'est élevée sur le fondement d'une volonté bien plus puissante, celle de ne pas savoir, de nous confier à l'incertain et au non-vrai. Cette volonté de savoir n'est pas l'antithèse de l'autre, mais son expression plus raffinée. Le langage, en effet, a beau se révéler incapable, ici comme ailleurs, de surmonter sa nature grossière et parler d'opposition, là où il n'existe que des degrés et de fines transitions. La tartufferie invétérée de la morale, qui à présent fait invinciblement partie de notre chair et de notre sang, peut bien dénaturer le sens des mots, fût-ce dans notre bouche à nous, hommes éclairés. Ça et là, nous comprenons ce qu'il en est, et nous rions de voir que la meilleure science est aussi celle qui s'efforce de nous maintenir dans ce monde simplifié, complètement artificiel, forgé pour notre usage humain et accommodé à lui. Nous nous divertissons de constater combien cette science, qui se croit libre, aime l'erreur, parce que, vivante, elle aime la vie. Thèse 25e. Après un aussi joyeux préambule, il convient de faire entendre une note plus grave. J'adresse ces mots aux esprits les plus graves. Tenez-vous sur vos gardes, philosophes et amis de la connaissance. Évitez le martyre, évitez de souffrir pour l'amour de la vérité. Évitez même de vous défendre. Vous ne ferez que ruiner toute l'innocence et l'impartialité supérieure de votre conscience, vous raidir contre les objections et les provocations, vous transformer en sot, en bête, en bœuf, si, alors que vous êtes déjà aux prises avec le danger, la calomnie et le soupçon, l'ostracisme et autres séquelles, plus brutales encore, de la haine, vous avez au surplus à vous poser en défenseur de la vérité sur la terre, comme si la vérité était désarmée et faible au point d'avoir besoin de défenseurs, et justement de vous, lugubre paladin de l'esprit, qui vous rencognez dans votre trou pour filer vos toiles d'araignée. Car enfin, vous le savez pertinemment, il importe peu que ce soit vous qui ayez le dernier mot. Vous n'ignorez pas que jusqu'ici aucun philosophe n'a eu le dernier mot, et qu'il y a plus de vérité dans n'importe quel petit point d'interrogation placé après vos formules préférées et vos théories favorites, et après vous-même, à l'occasion, que dans toutes vos attitudes et vos déclamations pompeuses devant procureurs et tribunaux. Écartez-vous plutôt, fuyez dans des retraites, et portez des masques, usez de ruses pour passer inaperçus, et pour vous faire craindre un peu. Et n'oubliez pas le jardin, je vous prie, le jardin aux grilles dorées. Et entourez-vous d'hommes qui soient comme un jardin, ou comme une musique sur l'eau, quand le soir tombe et que le jour n'est plus qu'un souvenir. Choisissez la bonne solitude, la solitude libre, capricieuse et légère, celle qui vous accorde aussi le droit de rester bon en quelque manière. Comme toute longue guerre rend venimeux, sournois, mauvais, quand elle ne se poursuit pas franchement dans la victoire,
Comme on devient personnel à force de craindre et d'épier ses ennemis possibles. Ces exclus de la société, ces persécutés, ces malmenés, et aussi ces ermites, par obligation, les Spinoza et les Giordano Bruno, finissent toujours par devenir, fût-ce sous le travesti le plus intellectuel, fût-ce peut-être à leur insu, des individus subtilement vindicatifs et des empoisonneurs, que l'on mette à jour une bonne fois le fondement de l'éthique et de la théologie de Spinoza, sans même mentionner la pesanteur de l'indignation morale, signe certain, chez un philosophe, que l'humour philosophique l'a quitté. Le martyre du philosophe, son immolation à la vérité, mettent crûment en lumière ce qui l'apparentait à l'agitateur et au comédien, et à supposer qu'on ne l'ait encore observé qu'avec une curiosité d'esthète, on comprend que dans bien des cas, on puisse en arriver à nourrir la dangereuse envie de le voir aussi dégénérer. Dégénérer en martyr, en histrion de la scène et de la tribune. Mais si cette envie nous tient, ne nous faisons pas d'illusions sur le spectacle qui nous attend. Ce ne sera qu'un jeu satirique, un postlude en forme de farce, la preuve manifeste que la véritable tragédie est terminée, si toutefois, à l'origine, toute philosophie fut une longue tragédie. Thèse 26e. Tout homme supérieur aspire à se retrancher dans une forteresse, dans un refuge où il se sente délivré de la foule, de la masse, de l'écrasante majorité, où il puisse oublier la norme humaine à laquelle il fait exception. Le cas mis à part où un instinct encore plus impérieux le contraint à scruter cette norme et fait de lui un héros de la connaissance au sens le plus grand et le plus exceptionnel du terme. Celui que le commerce des hommes n'a jamais fait passer par toutes les couleurs de la détresse, blêmir et verdir de dégoût, de satiété et de pitié, d'accablement et de solitude, n'est certes pas un homme d'un goût très élevé, mais s'il n'assume pas volontairement cet ennuyeux fardeau, s'il se tient à l'écart et, comme je l'ai déjà dit, s'isole dans sa forteresse avec une muette fierté, alors une chose sera claire. Cet homme n'est pas fait pour la connaissance, il ne lui est pas prédestiné. Sans quoi, en effet, il ne manquerait pas de se dire un jour « Le diable emporte mon bon goût, la norme est plus intéressante que l'exception, que moi, l'exception. » Et il descendrait vers la foule et surtout dans la foule. Étude de l'homme moyen, étude longue, sérieuse et qui demande beaucoup de dissimulation, d'abnégation, de familiarité, de mauvaise fréquentation, toute fréquentation est une mauvaise fréquentation, sauf celle de nos pères, constitue un chapitre indispensable dans la vie de tout philosophe, peut-être le plus désagréable, le plus malodorant, le plus riche en déconvenus. Mais s'il a de la chance, comme il convient à un favori de la connaissance, il rencontrera des auxiliaires qui lui abrégeront et lui allégeront la tâche. Je veux parler des philosophes qu'on nomme cyniques, donc de ceux qui reconnaissent en eux la présence de la bête, de la vulgarité, de la norme, et qui par surcroît mettent leurs esprits et leurs joies secrètes à parler d'eux et de leurs semblables devant des témoins. Il arrive même qu'ils se vautrent dans des livres comme sur leur propre fumier. Le cynisme est la seule forme sous laquelle les âmes vulgaires accèdent à la probité. Et en présence de n'importe quel cynisme, qu'il soit grossier ou subtil, l'homme supérieur devra tendre l'oreille et se tenir heureux chaque fois que le bouffon sans vergogne ou le satire scientifique se manifeste à haute voix. Il est même des cas où le ravissement se mêle au dégoût, notamment lorsque le génie, par un caprice de la nature, s'associe à un de ces boucs ou de ces singes impudents, comme chez l'abbé Galliani, le plus profond, le plus lucide et peut-être le plus malpropre des hommes de son siècle. Il était bien plus profond que Voltaire et par conséquent beaucoup moins loquace. Comme je l'ai déjà indiqué,
il arrive plus souvent qu'une tête de savant se pose sur un corps de singe, une raison exceptionnellement déliée sur une âme commune, phénomène qui n'est pas rare, en particulier chez les médecins et les physiologistes de la morale. Dès qu'on parle de l'homme sans aigreur et ingénument comme d'un ventre qui possède deux besoins et d'une tête qui en possède un seul, dès qu'on ne voit, ne cherche et ne veut voir partout que la faim, l'appétit sexuel et la vanité, considérés comme les seuls ressorts authentiques des actions humaines, bref, dès qu'on parle mal de l'homme sans même en parler méchamment, le philosophe passionné de connaissance doit prêter l'oreille avec attention, il doit même se faire toute oreille sitôt qu'il entend parler sans indignation. Car l'homme qui s'indigne, l'homme qui se déchire et s'écorche lui-même à belles dents, à moins qu'il ne s'acharne sur le monde, Dieu ou la société, est peut-être moralement supérieur au satire rieur et satisfait. Dans tous les autres sens, il constitue un cas plus ordinaire, moins intéressant et moins instructif. Et nul ne ment autant qu'un homme indigné. Thèse 27e. Il est difficile de se faire entendre. La difficulté augmente encore quand on vit et pense Gangasroto Gali parmi des hommes qui vivent et pensent autrement, Kurma Gali, ou dans le meilleur des cas, Mandeka Gali, à l'allure de la grenouille. Ne fais-je pas tout moi-même pour me rendre difficilement intelligible? Et l'on doit déjà être reconnaissant à tous ceux qui veulent bien vous honorer d'une interprétation un tant soit peu fine. Mais pour ce qui est des bons amis, qui en prennent toujours trop à leur aise et qui croient même pouvoir s'arroger ce droit en leur qualité d'amis, on fera bien de leur ménager une place de jeu, un terrain où ils pourront donner libre cours à leur incompréhension. Ainsi on aura de quoi rire par surcroît, ou on fera bien de s'en débarrasser tout à fait de ses bons amis, et là aussi de rire. Thèse 28e. Ce qui passe le plus mal d'une langue dans une autre, c'est le rythme de son style, qui tient au caractère de la race, ou pour m'exprimer en termes plus physiologiques, le rythme moyen de son métabolisme. Il est des traductions honnêtes qui sont presque des trahisons, qui banalisent involontairement l'original, simplement parce qu'elles échouent à rendre son rythme hardi et joyeux, qui court et saute au-delà de tous les périls des mots et des choses. L'allemand, dans sa langue, est à peu près inapte au presto. On en conclura avec justesse qu'il n'est pas moins inapte à nombre des nuances les plus exquises et les plus audacieuses de la pensée libre, de la pensée émancipée. De même que le bouffon et le satire sont étrangers à son corps et à sa conscience, de même Aristophane et Pétrone sont intraduisibles pour lui. Tout ce qui est compassé, embourbé, pesamment solennel, tous les genres de styles ampoulés et fastidieux se sont surabondamment développés chez les Allemands. Qu'on me pardonne de dire que même la prose de Goethe ne fait pas exception avec son mélange de raideur et de grâce. Elle est le miroir du bon vieux temps auquel elle appartient, une expression du goût allemand à l'époque où il existait encore un goût allemand, lequel était un goût rococo in moribus et artibus. Lessing constitue une exception, grâce à son tempérament d'acteur qui entendait 1000 choses et s'entendait à 1000 choses. Ce n'est pas pour rien qu'il traduisit Bayle et qu'il se réfugia volontiers du côté de Diderot et de Voltaire, plus volontiers encore du côté des poètes comiques latins.
C'est aussi dans le mouvement de son style que Lessing aima la libre pensée, qu'il s'évada hors d'Allemagne. Mais comment, fût-ce dans la prose d'un Lessing, la langue allemande parviendrait-elle à imiter l'allure d'un Machiavel qui, dans son Prince, nous fait respirer l'air sec et subtil de Florence et ne peut se retenir d'exposer les questions les plus graves au rythme d'un indomptable allégrissimo, non sans prendre peut-être un malin plaisir d'artiste à oser ce contraste. Une pensée soutenue, difficile, dure, dangereuse, et un rythme galopant, d'une bonne humeur endiablée. Qui enfin se hasarderait à traduire Pétrone en allemand, Pétrone qui fut plus qu'aucun musicien le maître du presto dans l'invention, l'inspiration et le langage. Qu'importe, en définitive, tous les bourbiers d'un monde malade et mauvais, s'agit-il du monde antique, quand on a comme lui les pieds du vent, l'ample souffle, l'ironie libératrice d'un vent qui purifie toutes choses en les faisant courir. Quant à Aristophane, cet esprit qui complète et transfigure l'Antiquité, et pour l'amour duquel on pardonne à l'hellénisme tout entier d'avoir existé, à supposer que l'on ait bien compris ce qui exige d'y être absous et transfiguré, je ne sais rien qui m'ait fait davantage rêver sur Platon et sa mystérieuse nature de sphinx que ce petit fait, si heureusement conservé. Au chevet de son lit de mort, on ne trouva nulle Bible, rien d'égyptien, ni de pythagoricien, ni de platonicien, mais un Aristophane. Comment un Platon aurait-il pu supporter la vie, une vie grecque à laquelle il disait non, sans Aristophane? Thèse 29e. Être indépendant est l'affaire d'un très petit nombre. C'est un privilège des forts. Et qui en prend le risque, fût-ce avec les meilleures raisons, mais sans y être contraint, prouve sans doute qu'il n'est pas seulement fort, mais téméraire jusqu'à l'extravagance. Il s'enfonce dans un labyrinthe, il multiplie par 1000 les périls déjà inhérents à la vie, dont le moindre n'est pas celui-ci. Que nul ne voit de ses yeux comment et où il s'égare, dans quelle solitude il se fait déchirer, morceau par morceau, par quelque minotaure tapi dans les cavernes de la conscience. Un tel homme vient-il à périr, sa défaite a lieu si loin de la compréhension des hommes que ceux-ci ne ressentent rien, n'éprouvent aucune compassion. Et lui ne peut plus retourner en arrière, il ne peut plus même retourner vers la compassion des humains. Thèse 30e. Il est inévitable, il est même juste, que nos plus hautes intuitions apparaissent comme des folies, sinon comme des crimes, lorsqu'elles parviennent indûment aux oreilles de ceux qui ne sont ni faits pour elles, ni prédestinés à les entendre. La pensée exotérique et la pensée ésotérique, que les philosophes distinguèrent toujours en Inde, en Grèce, en Perse, dans les pays musulmans, partout, en un mot, où l'on croyait à une hiérarchie et non à l'égalité des droits, ces deux pensées ne se séparent pas tant en ce sens que le philosophe exotérique reste dehors et voit, évalue, mesure, juge les choses de l'extérieur. Le point principal est que celui-ci regarde les choses de bas en haut, tandis que le penseur ésotérique les considère de haut en bas. Il est des cimes de l'âme d'où même la tragédie cesse d'être tragique. Et dans l'hypothèse où toute la souffrance du monde se rassemblerait en une seule masse, qui oserait affirmer que sa vue nous inclinerait nécessairement à la compassion et par là au redoublement de cette souffrance? Ce qui est nourriture ou rafraîchissement pour les individus supérieurs devient presque un poison pour une humanité très différente et inférieure.
les vertus de l'homme ordinaire constitueraient peut-être des vices et des faiblesses chez un philosophe. Il se pourrait même qu'un homme supérieur dût dégénérer et mourir à sa propre supériorité pour acquérir les qualités qui obligeraient de le vénérer comme un saint dans le monde inférieur où il serait tombé. Il est des livres qui ont une valeur opposée pour l'âme et la santé, selon qu'ils agissent sur une âme basse et une énergie défaillante, ou au contraire sur une âme haute et une énergie vigoureuse. Dans le premier cas, ce sont les livres dangereux, débilitants, dissolvants. Dans l'autre cas, d'exaltants appels qui provoquent les plus courageux dans le sens de leur courage. Les livres pour tout le monde sentent toujours mauvais. Une odeur de petites gens s'élève de leurs pages. Là où le peuple mange et boit, même là où il adore, l'air s'empuantit. N'entrez pas dans les églises si vous voulez respirer un air pur. Thèse 31e. Quand on est jeune, on révère et on méprise sans rien connaître encore de cet art de la nuance qui constitue la meilleure acquisition de la vie, et comme il est juste, on paie cher d'avoir assené sur les hommes et les choses un oui ou un non catégorique. Tout se passe comme si le pire de tous les goûts, le goût de l'absolu, devait être cruellement tourné en dérision et malmené jusqu'à ce que l'individu apprenne à mettre un peu d'art dans ses sentiments, ou mieux encore, à ne pas repousser l'artificiel, comme le font les vrais artistes de la vie. L'esprit de colère et de révérence, propre à la jeunesse, semble ne pas connaître de repos avant d'avoir si bien falsifié les êtres et les choses à sa convenance qu'il puisse enfin se déchaîner. En soi, déjà, la jeunesse est quelque chose qui dénature et qui trompe. Plus tard, quand la jeune âme, à force de déceptions cuisantes, finit par se retourner soupçonneusement contre elle, impétueuse et farouche jusque dans sa méfiance et ses remords, comme elle s'en prend à elle-même, et avec quelle fureur elle se déchire et se venge de son long d'aveuglement, comme s'il avait été volontaire. En opérant ce passage, on se punit soi-même, par méfiance envers ses sentiments, on fustige son enthousiasme par le doute. La bonne conscience elle-même apparaît comme un danger, comme si elle résultait du camouflage et de la lassitude d'une sincérité plus fine. Et avant tout, on prend parti radicalement contre la jeunesse. 10 ans se passent et on comprend que tout cela était encore de la jeunesse. Thèse 32e. Durant la plus longue période de l'histoire humaine, on l'appelle la préhistoire, la valeur ou l'absence de valeur d'une action découla de ses conséquences. On ne tenait pas plus compte de l'action en soi que de ses mobiles, mais à peu près comme en Chine, de nos jours encore, une distinction ou un opprobre rejaillit des enfants sur les parents, c'était la vertu rétroactive du succès ou de l'échec qui inclinait les hommes à juger d'une action en bien ou en mal. Nommons cette époque l'époque prémorale de l'humanité. L'impératif « connais-toi toi-même » était encore inconnu en ce temps-là. Au contraire, au cours des 10 derniers millénaires, l'humanité en est venue peu à peu, dans quelques grandes régions du globe, à juger de la valeur d'une action non plus d'après son effet, mais d'après sa cause. Événement considérable à le considérer dans son ensemble, affinement certain du regard et du jugement, conséquence inconsciente du règne des valeurs aristocratiques et de la foi dans la vertu de la Renaissance, signe caractéristique d'une période que l'on est en droit de qualifier de morale au sens strict du mot. Tel fut le premier pas vers la connaissance de soi.
Au lieu des conséquences, la cause. Quel renversement de la perspective! Renversement qui, sans aucun doute, ne fut obtenu qu'au terme de longs combats et de longues incertitudes. Mais du même coup s'annonçait le règne d'une nouvelle et fatale superstition, d'une interprétation singulièrement étroite. On attribua l'origine d'une action, au sens le plus rigoureux, à l'intention dont elle procédait. On s'accorda pour croire que la valeur d'une action résidait dans la valeur de son intention. L'intention passa pour contenir la cause et la préhistoire entière de l'action. C'est dans l'optique de ce préjugé qu'on a cessé, presque jusqu'à ces derniers temps, de louer, de blâmer et de juger moralement, et aussi de philosopher. Aujourd'hui, cependant, n'en serions-nous pas arrivés à un point où nous devons nécessairement nous résoudre à renverser et à déplacer encore une fois les valeurs, grâce à une nouvelle réflexion sur nous-mêmes et à un nouvel approfondissement de l'homme? Ne serions-nous pas au seuil d'une époque qu'il conviendrait de qualifier, négativement d'abord, d'extra-morale? Aujourd'hui, ou tout au moins nous autres, les immoralistes, nous en venons à soupçonner que la valeur essentielle d'une action réside justement dans ce qu'elle a de non intentionnel et que son intention tout entière, ce qu'on peut en voir, en savoir, en connaître par la conscience, appartient encore à sa superficie et à son épiderme, lequel, comme tout épiderme, révèle quelque chose mais dissimule encore plus. Bref, nous croyons que l'intention n'est qu'un signe et un symptôme, qui exige d'abord d'être interprété. Un signe, au surplus, chargé de trop de signification et qui par conséquent n'en a presque aucune à lui seul. Nous croyons que la morale au sens traditionnel, la morale des intentions, a été un préjugé, un jugement hâtif et peut-être provisoire, quelque chose du même ordre que l'astrologie ou l'alchimie, mais qui, de toute manière, doit être dépassé. Le dépassement de la morale, en un certain sens, le dépassement de la morale par elle-même, tel est le mot qui peut désigner ce long travail secret qui était réservé aux consciences les plus fines, les plus probes, mais aussi les plus méchantes d'aujourd'hui, aux consciences qui sont les vivantes pierres de touche de l'âme. Thèse 33e. Rien n'y fait. Il faut impitoyablement traîner au tribunal et mettre sur la sellette les sentiments d'abnégation et de sacrifice en faveur du prochain, la morale tout entière du renoncement, de même que l'esthétique de la contemplation désintéressée, par le truchement de laquelle l'art émasculé d'aujourd'hui cherche, non sans astuce, à se donner une bonne conscience. Il entre beaucoup trop de charme et de douceur dans ces sentiments qui ont en vue le bien des autres et non mon bien, pour qu'on n'ait pas à redoubler de méfiance sur ce point. Ces sentiments, peut-on se demander, ne visent-ils pas à séduire? Le fait qu'ils plaisent à celui qui les nourrit et à celui qui en profite, aussi bien qu'au simple spectateur, ne constitue pas un argument en leur faveur. C'est précisément ce qui invite à la prudence. Soyons donc prudents. Thèse 34e. À quelque point de vue philosophique que nous nous placions aujourd'hui, c'est encore le caractère spécieux du monde dans lequel nous croyons vivre qui constitue ce que notre œil peut saisir de plus assuré et de plus ferme. Nous trouvons de multiples raisons qui nous induisent à forger des hypothèses sur un principe d'erreur qui se trouverait dans l'essence des choses. Mais imputer à notre pensée, donc à l'esprit, la fausseté du monde, échappatoire honnête qu'emprunte inconsciemment ou non toute advocatus Dei,
Tenir ce monde avec son espace, son temps, sa forme et son mouvement, pour une fausse conclusion, ne serait-ce pas une bonne raison d'apprendre enfin à se défier de toute pensée? La pensée ne nous aurait-elle pas, jusqu'ici, joué le pire des tours? Et quelle garantie aurions-nous qu'elle ne constituera pas à faire ce qu'elle a toujours fait? Très sincèrement, l'innocence des penseurs a quelque chose de touchant, quelque chose qui inspire le respect. Aujourd'hui encore, elle leur permet de se placer devant la conscience en la priant de leur répondre honnêtement. Par exemple, si elle est réelle, pourquoi elle s'écarte du monde extérieur, et autres questions du même genre. La croyance en des certitudes immédiates est une naïveté morale qui nous honore, nous philosophes, mais nous devons cesser désormais d'être des individus rien que moraux. La morale mise à part, cette croyance est une sottise qui nous fait peu d'honneur. Si dans la vie bourgeoise une méfiance toujours en éveil passe pour la marque d'un mauvais caractère, et donc pour un manque de bon sens, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au-delà du monde bourgeois, de ces affirmations et de ces négations, de manquer de bon sens et de dire « Le philosophe, plus que personne, a droit au mauvais caractère parce qu'il a toujours été la plus grande dupe de la terre. Il a aujourd'hui le devoir de se méfier, de darder sur le monde, du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus mal intentionné. » Qu'on me pardonne le sarcasme de cette sombre raillerie, moi-même, depuis fort longtemps, j'ai appris à penser et à juger autrement les trompeurs et les trompés, et je garde en réserve quelques nasardes à l'égard des philosophes dont la fureur aveugle s'insurge contre l'idée même d'être trompés. Pourquoi pas? C'est par pur préjugé moral que nous accordons plus de valeur à la vérité qu'à l'apparence. C'est même l'hypothèse la plus mal fondée qui soit. Reconnaissons-le, nulle vie ne peut subsister qu'à la faveur d'estimations et d'apparences inhérentes à sa perspective. Et si l'on voulait, avec un certain nombre de philosophes, à grand renfort d'exaltation vertueuse et de niaiserie, supprimer complètement le monde apparent, si vous étiez capable d'une telle opération, il ne resterait rien non plus de votre vérité. Car, enfin, qu'est-ce qui nous force à admettre qu'il existe une antinomie radicale entre le vrai et le faux? Ne suffit-il pas de distinguer des degrés dans l'apparence, en quelque sorte des couleurs et des nuances plus ou moins claires, plus ou moins sombres, des valeurs diverses pour employer le langage des peintres? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction? Et si l'on objecte qu'à toute fiction il faut un auteur, ne doit-on pas carrément répondre « pourquoi » ? Cet « il faut » n'appartient-il pas lui aussi à la fiction, peut-être ? Est-il donc interdit d'user de quelque ironie à l'égard du sujet, de l'attribut et de l'objet ? Le philosophe n'aurait-il pas le droit de s'élever au-dessus de la loi qui régit la grammaire ? Tous nos respects aux gouvernantes, mais ne serait-il pas temps pour la philosophie d'abjurer la foi des gouvernantes ? Thèse 35e. Ô Voltaire, ô humanitarisme, ô sottise! Il y a à dire sur la vérité et la recherche de la vérité, et quand l'homme s'y prend par trop humainement, il ne cherche le vrai que pour faire le bien. Je parie qu'il ne trouve rien. Thèse 36e. Si rien ne nous est donné comme réel, sauf notre monde d'appétit et de passion, si nous ne pouvons descendre ni monter vers aucune autre réalité que celle de nos instincts, car la pensée n'est que le rapport mutuel de ces instincts, n'est-il pas permis de nous demander si ce donné ne suffit pas aussi à comprendre, à partir de ce qui lui ressemble, le monde dit mécanique
ou matériel. Le comprendre, veux-je dire, non pas comme une illusion, une apparence, une représentation au sens de Berkeley et de Schopenhauer, mais comme une réalité du même ordre que nos passions mêmes, une forme plus primitive du monde des passions, où tout ce qui se diversifie et se structure ensuite dans le monde organique, et aussi bien entendu s'affine et s'affaiblit, gît encore au sein d'une vaste unité, comme une sorte de vie instinctive où toutes les fonctions organiques d'autorégulation, d'assimilation, de nutrition, d'élimination, d'échange sont encore synthétiquement liées, comme une préforme de la vie. En définitive, il n'est pas seulement permis de hasarder cette question, l'esprit même de la méthode l'impose. Ne pas admettre différentes espèces de causalité, aussi longtemps qu'on n'a pas cherché à se contenter d'une seule, en la poussant jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à l'absurde, dirais-je même, voilà une morale de la méthode à laquelle on n'a pas le droit de se soustraire aujourd'hui. Elle est donnée par définition, dirait un mathématicien. En fin de compte, la question est de savoir si nous considérons la volonté comme réellement agissante, si nous croyons à la causalité de la volonté. Dans l'affirmative, et au fond notre croyance en celle-ci n'est rien d'autre que notre croyance en la causalité elle-même, nous devons essayer de poser par hypothèse la causalité de la volonté comme la seule qui soit. La volonté ne peut évidemment agir que sur une volonté et non pas sur une matière, sur des nerfs par exemple. Bref, nous devons supposer que partout où nous reconnaissons des effets, nous avons affaire à une volonté agissant sur une volonté, que tout processus mécanique, dans la mesure où il manifeste une énergie, constitue précisément une énergie volontaire, un effet de la volonté. À supposer enfin qu'une telle hypothèse suffise à expliquer notre vie instinctive tout entière en tant qu'élaboration et ramification d'une seule forme fondamentale de la volonté, à savoir la volonté de puissance, comme c'est ma thèse, à supposer que nous puissions ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance et trouver en elle, par surcroît, la solution du problème de la génération et de la nutrition, c'est un seul problème, nous aurions alors le droit de qualifier toute énergie agissante de volonté de puissance. Le monde vu de l'intérieur, le monde défini et désigné par son caractère intelligible, serait ainsi volonté de puissance et rien d'autre. Thèse 37e. Et quoi? Cela ne signifie-t-il pas, pour parler vulgairement, que vous réfutez Dieu, mais non le diable? Au contraire, mes amis. Et qui diable vous force à parler vulgairement? Thèse 38e. Comme il en advint récemment encore, en plein siècle des Lumières, de la Révolution française, cette farce sinistre et superflue, si on la regarde de près, mais que les nobles et enthousiastes spectateurs de l'Europe entière, qui la suivirent si longuement et si passionnément de loin, interprétèrent au gré de leurs indignations ou de leurs enthousiasmes, jusqu'à ce que le texte disparût sous l'interprétation. De même, il se pourrait qu'une noble postérité travestît encore une fois le sens de tout le passé, et par là en rendit peut-être la vue supportable. Ou plutôt, n'est-ce pas déjà chose faite? Ne fûmes-nous pas nous-mêmes cette noble postérité? Et ce passé, dans la mesure où nous sommes conscients d'un tel phénomène, n'est-il pas du même coup aboli? Thèse 39e. Personne n'admettra aisément qu'une philosophie est vraie pour la simple raison qu'elle rend heureux ou vertueux.
Personne, à l'exception peut-être des excellents idéalistes qui s'échauffent en faveur du bien, du vrai, du beau et font nager pêle-mêle dans le marécage de leurs pensées toutes sortes de visées triviales et bien intentionnées. Le bonheur et la vertu ne sont pas des arguments, mais on oublie trop, même les esprits réfléchis oublient, que le fait de rendre malheureux ou mauvais ne constitue pas non plus une objection. Une thèse pourrait être vraie, même si elle était nuisible et dangereuse au suprême degré. Il se pourrait même que l'existence fût ainsi faite qu'on ne pût que périr de la connaître entièrement, si bien que la force d'un esprit se mesurerait à la dose de vérité qu'il serait capable de supporter, au degré où il lui serait nécessaire de la diluer, dissimuler, édulcorer, estomper et fausser. Or, il est indubitable que les méchants et les malheureux sont mieux armés pour découvrir certaines parties de la vérité et qu'ils ont plus de chances d'y parvenir, sans même parler des méchants qui sont heureux, espèce que les moralistes passent sous silence. Peut-être la dureté et la ruse sont-elles des conditions plus favorables à la naissance de l'esprit du philosophe indépendant et fort que cette humeur aimable, polie et complaisante, cet art du détachement que l'on apprécie à juste titre chez un homme de science. Étant bien précisé, la remarque est d'importance, que l'on ne doit pas restreindre la notion de philosophe au seul philosophe qui écrit des livres, et encore moins à celui qui couche sa philosophie dans les livres. Stendhal nous fournira un dernier trait pour compléter cette esquisse du philosophe à l'esprit libre. Je le souligne pour l'instruction du goût allemand, car il va à l'encontre de ce goût. Pour être bon philosophe, déclare ce dernier grand psychologue, il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier qui a fait fortune a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est. Thèse 40e. Tout ce qui est profond aime le masque. Les choses les plus profondes haïssent même l'image et le symbole. Le contraste ne serait-il pas le vrai travestissement où se cacherait la pudeur d'un dieu? Question troublante. Il serait étrange qu'aucun mystique n'eût agi de la sorte pour son propre compte. Il est des choses si délicates qu'on fait bien de les ensevelir sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables. Il est des actes d'amour et de générosité excessive après lesquels il ne reste rien de mieux à faire que de prendre un bâton et rosser le témoin. Ainsi lui brouillera-t-on la mémoire. Plus d'un s'entend à brouiller et à maltraiter sa mémoire pour se venger au moins de cet unique complice. La pudeur est inventive. Ce ne sont pas les pires choses qui nous font rougir le plus. Il n'y a pas que de la perfidie derrière un masque, il entre tant de bonté dans la ruse. J'imagine très bien un homme qui, ayant à dissimuler quelque chose de précieux et de fragile, roulerait à travers l'existence avec autant de rondeur et de grossièreté qu'une vieille futaille lourdement cerclée. Ainsi le veut la délicatesse de sa pudeur. Un homme dont la pudeur est profonde rencontre ses destinées et ses décisions les plus délicates sur des chemins où peu de gens s'engagent et dont ses proches et ses familiers doivent ignorer l'existence. Le péril que sa vie court se dérobe à leurs yeux, de même que sa sécurité reconquise. Cet homme secret, qui use instinctivement de la parole pour se taire et taire ce qui doit rester enfoui, qui invente inépuisablement des ruses pour se soustraire à la communication, cet homme, dis-je, ne désire rien tant que de voir un masque lui tenir lieu de visage dans l'esprit et le cœur de ses amis. Et s'il ne le désire pas, ses yeux s'ouvriront un jour et il verra qu'il se confond tout de même avec un masque et que c'est bien ainsi. Tout esprit profond a besoin d'un masque.
je dirais plus. Un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond, parce que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate. Thèse 41e. Il importe de se prouver à soi-même qu'on est destiné à l'indépendance et au commandement, et cela au bon moment. On ne doit pas éluder l'obligation de faire ses preuves, bien qu'il n'y ait peut-être pas de jeu plus périlleux, et qu'en définitive il s'agisse seulement de preuves dont nous sommes nous-mêmes les témoins et les seuls juges. Ne s'attacher à aucune personne, fût-ce la plus aimée, toute personne est une prison et aussi un refuge, ne s'attacher à aucune patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus démunie. Il est déjà moins difficile de détacher son cœur d'une patrie victorieuse. Ne s'attacher à aucune compassion, s'adressa-t-elle à des hommes supérieurs, dont un hasard nous révéla le rare martyre et l'abandon. Ne s'attacher à aucune science, nous attira-t-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses, des découvertes qu'elle semble nous réserver. Ne pas s'attacher à son propre détachement, à cette volupté du lointain qui est celle de l'oiseau volant toujours plus haut pour voir l'espace s'élargir sous ses ailes. C'est le péril de celui qui vole. Ne pas s'attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une particularité quelconque, par exemple à son goût de l'hospitalité, péril par excellence des âmes nobles et riches qui sont prodigues et comme insoucieuses d'elles-mêmes et portent jusqu'au vice la vertu de générosité. On doit savoir se garder, c'est la plus forte preuve d'indépendance. Thèse 42e. Une nouvelle race de philosophes monte à l'horizon. Je me hasarde à les baptiser d'un nom qui ne va pas sans danger. Tel que je les pressens, tel qu'ils se laissent pressentir, car il appartient à leur nature de vouloir rester des énigmes sur quelques points, ces philosophes de l'avenir voudraient avoir le droit, peut-être aussi le tort, d'être appelés des tentateurs. Ce terme même n'est en fin de compte qu'une tentative, ou, si l'on veut, une tentation. Thèse 43e. Seront-ils de nouveaux amis de la vérité, ces philosophes à l'avenir ? Très probablement, car tous les philosophes connus ont aimé leur vérité. Pourtant, ce ne seront certainement pas des dogmatiques. Leur orgueil, autant que leur goût, s'insurgera à l'idée que leur vérité doit être une vérité pour tous, ce qui jusqu'ici fut secrètement le vœu et l'arrière-pensée de toutes les visées dogmatiques. Mon jugement est mon jugement, et je n'admets pas volontiers qu'un autre y ait droit, dira peut-être un de ces philosophes futurs. Il faut se défaire de ce mauvais goût, vouloir s'accorder avec le grand nombre. Bien ne signifie plus bien dans la bouche du voisin. Et comment y aurait-il un bien commun ? Le mot renferme une contradiction. Ce qui peut être commun n'a jamais que peu de valeur. Finalement, il en sera comme il en a toujours été. Les grandes choses appartiendront aux grands hommes, les profondeurs aux hommes profonds, le raffinement et le frisson aux hommes raffinés, et en un mot, tout ce qui est rare aux hommes rares.
Thèse 44e. Ai-je besoin, après cela, de préciser qu'ils seront de libres, très libres esprits, ces philosophes de l'avenir, tout aussi certainement qu'ils ne seront pas seulement des esprits libres, mais quelque chose de plus élevé, de plus grand, de radicalement autre, qui ne doit être ni méconnu, ni confondu. Mais tandis que je prononce ces mots, je me sens l'obligation, envers eux presque autant qu'envers nous, les esprits libres, leurs héros et leurs précurseurs, de dissiper un vieux et sot préjugé, un malentendu qui a trop longtemps rendu la notion d'esprit libre aussi opaque qu'un nuage. Dans tous les pays d'Europe et aussi en Amérique, il est maintenant des gens qui abusent de ce mot, une sorte d'esprit très étroit, emmuré, enchaîné, qui veulent à peu près le contraire de ce qui est dans nos intentions et nos instincts. Sans compter qu'à l'égard de ces philosophes nouveaux qui approchent, ils seront plus que jamais des fenêtres closes et des portes verrouillées. Brièvement et brutalement dit, ils appartiennent à l'espèce des niveleurs, ces esprits faussement qualifiés de libres. Ce sont des esclaves loquaces, des écrivailleurs au service du goût démocratique et de ses idées modernes, des êtres dépourvus de solitude personnelle, de braves lourdeaux, certes courageux et de mœurs respectables, mais sans liberté et risiblement superficiels. Car que dire de leur tendance fondamentale qui consiste à voir dans les formes de la société existante la cause à peu près unique de tout le malheur et l'échec humain, ce qui n'est rien d'autre que de mettre joyeusement la vérité sur la tête et les pieds en l'air. Ce qu'ils aimeraient réaliser de toute leur force, c'est le bonheur du troupeau pour tout le monde, le bonheur du troupeau qui pâture sa prairie, dans la sécurité, le bien-être, l'universel allègement de l'existence. Leurs deux comptines et doctrines les plus ressassées sont l'égalité des droits et la pitié pour tous ceux qui souffrent. La souffrance elle-même, à leurs yeux, est une chose qu'il convient d'abolir. Nous qui pensons exactement le contraire, nous qui avons ouvert nos yeux et nos consciences et qui savons où et comment la plante homme a poussé le plus vigoureusement, nous qui croyons que cet épanouissement s'est toujours produit dans des conditions diamétralement opposées, que la précarité de notre situation a dû devenir extrême, notre intervention et notre dissimulation, notre esprit, se développer dans le sens de la finesse et de l'audace, notre volonté de vivre s'intensifier jusqu'à devenir volonté de puissance absolue, nous croyons que la dureté, la violence, l'esclavage, le danger dans la rue et dans les cœurs, le secret, le stoïcisme, la tentation et les diableries de toutes sortes, que tout ce qui est mauvais, terrible, tyrannique en l'homme, ce qui tient en lui du fauve et du serpent, sert aussi bien l'élévation de l'espèce homme que son contraire. Ce n'est pas encore assez dire. De toute manière, ce que nous disons et taisons sur ce point nous situe à l'autre bout de toute l'idéologie moderne et de ses aspirations grégaires. Nous sommes peut-être ses antipodes. Quoi d'étonnant que nous, les esprits libres, nous ne soyons pas des plus communicatifs, que nous ne songions pas à trahir en toute occasion de quoi un esprit peut se libérer et vers quoi il se verra peut-être poussé ensuite. Et quant à la dangereuse formule « par-delà bien et mal », elle sert au moins à nous mettre à l'abri des confusions. Nous sommes autre chose que des libres penseurs, liberi pensatori, Freidenker, ou quel que soit le nom que ces excellents défenseurs des idées modernes aiment à se donner. Habitants, ou tout au moins hôtes de nombreuses provinces de l'esprit, évadés sans cesse des obscurs et agréables refuges où une prédilection ou une préaversion, la jeunesse, l'origine, le hasard des hommes et des livres, ou même la fatigue de nos pérégrinations semblaient nous cantonner, pleins de méchanceté à l'égard de la dépendance et de ces appâts cachés dans les honneurs, l'argent, les fonctions, les entraînements des sens,
reconnaissant même envers la détresse et les vicissitudes de la maladie, parce qu'elles nous affranchirent toujours de quelques règles et de son préjugé, reconnaissant envers le Dieu, le diable, le mouton et le ver qui nous habitent, curieux jusqu'au vice, chercheurs jusqu'à la cruauté, pourvus de doigts agiles pour saisir l'insaisissable, de dents et d'estomac pour digérer les viandes les plus indigestes, prêts à toute tâche qui réclame un esprit perçant et des sens aiguisés, prêts à n'importe quel risque grâce à notre surabondance de libre volonté, doués d'une âme qui se montre et d'une âme qui se cache, et dont personne ne pénètre aisément les ultimes desseins, animés de mobiles qui s'avouent et de mobiles qui se taisent, et que personne ne peut scruter jusqu'au bout, clandestins sous des manteaux de lumière, conquérants sous nos airs d'héritiers et de dissipateurs, classificateurs et collectionneurs du matin au soir, avares de nos richesses et de nos tiroirs pleins, ménagers de notre savoir, qu'il s'agisse d'apprendre ou d'oublier, inventeurs de schémas, quelquefois fiers de nos tables de catégorie, quelquefois pédants, quelquefois hiboux laborieux en plein jour et même s'il le faut épouvantail. Et aujourd'hui il le faut, car nous sommes les amis nés, jurés et jaloux de la solitude, de notre propre et profonde solitude du plein midi et du plein minuit. Voilà l'espèce d'hommes que nous sommes, nous, les esprits libres. Et peut-être n'êtes-vous pas sans nous ressembler un peu, vous qui venez, vous, les nouveaux philosophes.